vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les véhicules électriques roulent de plus en plus nombreux sur nos routes. Le réchauffement climatique oblige à s'adapter et à changer nos pratiques industrielles et de transport. Le programme d'électrification des transports québécois au déploiement d'un réseau de recharge et de transport électrique, cette transition énergique vers un monde décarboné, repose sur des innovations et aussi la disponibilité de minéraux critiques et stratégiques. Il faudra même se mettre en piste pour faire fonctionner ces nouvelles technologies et exploiter ces ressources rares et en demande. Et la bonne nouvelle, c'est que le Québec en possède. En d'autres mots, avons-nous les moyens de nos ambitions électriques? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous intéressons aux minéraux et technologies de pointe que nécessite l'électrification québécoise des véhicules. Avons-nous au Québec les ressources pour le virage si désiré? Pour en parler, je suis en compagnie de Nancy Désiel, directrice générale du Centre national en électrochimie et technologie environnementale, le centre de transfert de technologie du Cégep de Shawinigan, le centre d'innovation qui joue un rôle clé dans la restructuration et le développement de la filière batterie au Québec. C'est bien ça, Madame Désiel, bonjour. Oui, c'est bien ça, bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Isabelle Demers, professeure et directrice de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour. Et aussi d'Olivier Fontaine, professeur agrégé de chimie et directeur des laboratoires molécules, électrochimie et énergie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, les ressources minérales et l'inventivité constituent des enjeux majeurs en matière d'électrification des transports, des technologies de pointe et aussi la disponibilité des terres rares et du lithium qui pavent ce virage important amorcé il y a quelques années par le Québec. Nous allons voir comment le Québec se situe dans cette géopolitique des minéraux stratégiques et du côté de l'innovation des véhicules électriques. Je vais commencer avec vous, professeur Fontaine. Si nous parlons de minéraux stratégiques ou critiques, c'est que les autos électriques en ont besoin. Commençons donc peut-être par la base. Quels sont les matériaux importants dont on ne peut pas se passer lorsqu'on pense à l'électrification des transports? Je pense qu'on peut parler des matériaux dans les batteries. Oui. En particulier aujourd'hui les batteries lithium. Oui. Donc les matériaux critiques qu'on va y retrouver sont bien sûr le lithium. Mm-hmm. Et ensuite les matériaux qu'on va retrouver dans trois compartiments bien précis de la batterie, la cathode, l'anode et l'électrolyte. Okay. À l'intérieur de ces trois, je vais les faire comme une liste. Il y a du phosphate, il y a du fer, il y a parfois du cobalt, parfois du nickel, du cuivre ou de l'aluminium métallique, et parfois des molécules organiques qui servent à l'électrolyte, donc des solvants. Oui, donc ça prend beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le fonctionnement d'une batterie lithium-ion qu'on retrouve donc dans nos voitures électriques pour ceux qui sont moins familiers? Oui, je vais essayer. Alors, on a une électrode qui va donner des électrons. Et ces électrons vont circuler, vont générer du courant électrique. Donc ça va être dans la partie électrique de la batterie. Et du côté de la chimie, il va y avoir un ensemble de réactions qui vont s'y faire. Et il va y avoir des échanges d'électrons et d'ions donc des ions lithium, qui vont naviguer d'une électrode à l'autre pour venir établir une électroneutralité, c'est-à-dire faire que le courant circule dans la batterie. Et de l'autre côté, on aura de l'autre électrode, une électrode qui sera capable d'accepter les électrons et qui va finalement fermer la boucle. Oui, pour produire de l'énergie, pour faire avancer finalement ce véhicule-là électrique. Donc ça prend beaucoup quand même de minéraux, en fait, de ressources minérales. Professeur Demers, quel est notre potentiel de développement des ressources minérales critiques au Québec? Est-ce qu'on en a justement au nord? On pense peut-être à la baie James, à ces gisements-là. Bien, effectivement, au Québec, on est choyé. On a quand même beaucoup de ressources, surtout en lithium. Oui. Donc, des gisements de classe mondiale qu'on peut retrouver là sur le territoire québécois. Pas encore beaucoup d'opérations. En fait, une mine en opération, une mine de lithium qui est présentement en opération. Et bon,
et d'autres qui sont en développement très avancé. À et quel d'autres endroit? qui sont plus au niveau des études. Nous avons la mine Sayona qui est en Abitibi-Témiscamingue. Ah oui, pas loin de chez vous, donc. Oui, pas loin de chez nous, effectivement. Donc, il y a quand même un potentiel très intéressant là, au niveau minéral pour différents minéraux critiques et stratégiques. On parle, oui, du lithium, mais il y a aussi, comme M. Fontaine a mentionné, les phosphates, donc la calcite, on a les terres rares, du fer haute pureté. Donc, beaucoup de ces ressources sont présentes dans le sous-sol québécois. Ah, mais ça veut dire qu'on pourrait presque se débrouiller nous tout seuls? Pas tout à fait. Peut-être que mes collègues de ce matin pourraient répondre parce que oui, on est capable d'extraire les ressources. Bon, encore faut-il un certain nombre d'années pour développer les projets miniers, puis les développer de façon responsable et acceptable aussi d'un point de vue environnemental. Et ensuite, il y a toute la transformation. Et c'est là que là, je connais pas suffisamment ça pour dire si on était capable de le faire au Québec. OK, on va aller du côté de Mme Desiel. Pouvez-vous nous rappeler donc l'importance de valoriser les ressources minérales du Québec, au Québec justement? En effet, le Québec est une terre qui est riche en ressources naturelles dans toutes sortes de domaines, mais aujourd'hui, on parle des matériaux critiques et stratégiques. Actuellement, les matériaux qui sont extraits, c'est un départ. Donc, c'est vraiment une industrie en structuration. Puis, ce qui est extrait est envoyé par bateau pour des sommes dérisoires. Donc, c'est dommage parce que ces matériaux-là, elles prennent le chemin de pays d'Asie, par exemple, où elles vont prendre de la valeur via des transformations et l'élaboration de matériaux actifs qui vont entrer dans les batteries. Elles vont être intégrées en batterie et puis elles nous reviennent à grand prix. Donc, c'est bien dommage parce que ce sont nos voisins des autres pays qui nous achètent et nous revendent à grand prix. Et c'est certain que la pertinence d'avoir des matériaux critiques et stratégiques, ça entre dans le domaine du stockage d'énergie, des véhicules, des éoliennes, les panneaux solaires, dans le numérique comme les ordinateurs, les téléphones portables, les drones, les satellites, dans la défense, puis même dans le domaine d'instruments chirurgicaux. Alors, ce sont des matériaux précieux. Et puis, la pandémie, puis la volatilité géopolitique nous ont fait prendre conscience de l'importance de contrôler ces chaînes d'approvisionnement-là et de produire de façon locale. Alors, le sujet que vous nous amenez aujourd'hui est, à mon avis, très pertinent. Et l'importance de donner la pleine valeur à nos richesses naturelles, que ce soit les matériaux critiques et stratégiques ou l'énergie, les électrons, ça prend tout son sens. Et puis, ça reste quand même peuplé de grands défis parce que chaque projet, qu'on parle d'une mine, qu'on parle de raffinage, qu'on parle de mise en forme de matériaux actifs, de production de cellules, de production de batteries, chaque usine frôlera les 2 milliards. Là, ce sont des projets très imposants, mais on doit commencer quelque part pour y arriver, j'en suis convaincue, si on veut justement avoir bénéficié de la richesse de nos richesses, de ces richesses naturelles-là, et puis intégrer à notre économie là, les bénéfices qui viennent avec. Oui, tout à fait. Professeur Fontaine, sommes-nous vraiment prêts à faire un virage complet vers les véhicules électriques dans les prochaines décennies? La grande question. Si vous me permettez, je réponds juste à la question d'avant. Bien sûr. Moi, je pense que le Québec a toute sa place à jouer et que c'est peut-être un petit effort de coordination et d'organisation entre les différents acteurs. Parce que, venant d'Europe, en Europe, on a un vrai problème sur les matériaux critiques que je ne retrouve pas forcément ici. Et je pense que c'est peut-être un effort de coordination et d'efforts globaux des chercheurs de travailler ensemble pour aller de la mine à la voiture. Oui, parce qu'en Europe, peut-être qu'on manque justement de ces minéraux-là. On a eu Norvolt qui est malheureusement reparti. Donc, est-ce que là, maintenant, on serait quand même prêt ou est-ce que ça nous manque, en fait, à faire ce virage complet vers les véhicules électriques? Qu'est-ce qui nous manque La grande question, c'est quelle est l'échelle de temps? Oui. Si c'est d'ici 2-3 ans, non. Dans une échelle de temps un peu plus longue, oui. Pour plein de raisons, parce que je pense que déjà dans la recherche, on est capable aujourd'hui d'accélérer les découvertes
D'accord. Grâce à des techniques comme l'intelligence artificielle, la robotique. On a tout un effort en chimie qui s'appelle les laboratoires automatisés qui accélèrent les découvertes. Okay. Grâce à tout ça, on pourrait accélérer des découvertes de nouveaux matériaux. Parce qu'au-delà des matériaux critiques, c'est aussi alors le mot en anglais, c'est la chimie verte. Okay. C'est-à-dire que le mot français, c'est chimie verte. C'est de pouvoir développer des méthodes vertes et à la fois des matériaux qui soient dans une bonne chaîne de valeur bien verte. C'est quoi exactement la chimie verte ? Une chimie qui va limiter son empreinte environnementale. Oui. Et ça, c'est un enjeu. Parce qu'aujourd'hui, les batteries, si on imagine les recycler, il y a des parties qui ne se recyclent pas. Il y a des parties qui ont des éléments comme le fluor, qui sont du coup des éléments dans lesquels on veut s'en échapper. Ah oui, d'accord. Professeur Demers, qui dit mine et extraction dit aussi justement la gestion des rejets des nouvelles mines et des anciennes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage dès le départ et comment on fait ça? Oui, c'est un enjeu qui est très présent pour l'industrie minière, autant pour les métaux de base là, habituels et les nouvelles ressources critiques et stratégiques. Puis, une des choses que la recherche et que l'industrie se pense beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment de tenter de trouver les meilleures ou les bonnes pratiques environnementales dès le début. Oui. En fait, ce qu'on a vu depuis notre historique minier qui date de très longtemps, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé qui n'étaient pas très bonnes et on vit avec les conséquences aujourd'hui. Mais là, avec tout l'essor des minéraux critiques et stratégiques, ça nous donne l'occasion de partir du bon pied, les nouvelles mines. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important pour les gens là, impliqués dans le domaine. Donc, on essaie de développer des nouvelles pratiques parce qu'on se retrouve parfois aussi avec des contaminants qu'on n'avait pas dans les mines d'or et de fer de zinc. Donc, on veut tenter de prédire ou prévoir les impacts potentiels sur l'environnement et les prévenir à la source. Oui. Beaucoup de travaux sont faits dans ce sens. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu les rejets qu'on risque d'avoir avec ces nouvelles mines, justement liées à l'électrification des transports? Oui, il y a beaucoup de travaux qui se font, entre autres là, à l'Institut de recherche mines et environnement et à d'autres endroits aussi, où est-ce qu'on fait beaucoup de travaux de caractérisation des minerais, parce que les minerais, oui, on va extraire quelques grammes de lithium ou de terre rare, mais la majeure partie va se retrouver dans les rejets. Donc, on peut déjà avoir une bonne idée de quels seront nos rejets, quelles seront leurs propriétés, puis quels vont être leurs comportements à long terme. Et aussi des étapes de transformation. Oui. Là, ça devient un petit peu plus complexe parce que les étapes de transformation sont assez spécifiques dans le domaine des MCS. Et donc, on a des produits à des rejets assez particuliers aussi à gérer. Donc, il y a beaucoup de travaux. MCS étant les minéraux critiques. Oui, minéraux critiques et stratégiques. Pardon. C'est correct. Je vote pour la science est toujours une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca pour avoir accès à toutes nos émissions. Bonne écoute. Madame Désiel, parlez-nous du continuum d'innovation complet. C'est quoi et pourquoi c'est important? Je ferai du pouce sur la question précédente avant de façon très rapide. On a des entreprises minières et de fabrication de matériaux actifs qui s'allient ensemble et qui viennent rencontrer des centres comme le mien et plusieurs autres pour trouver des solutions justement de valorisation. Prendre les rejets, oui, c'est ça, et les transformer par des méthodes plus propres comme l'électrochimie et les réintégrer soit dans leur procédé, soit en faire un produit qui va avoir une valeur sur le marché. Et on a des solutions concrètes qui fonctionnent. On a même des projets actuellement dont je ne peux malheureusement parler, mais qui sont dans des essais de pilotage 2000 heures et qui donnent des solutions concrètes et qui seront implantées éventuellement là, dans des parcs industriels. Alors, il y a vraiment de la recherche qui se fait autant dans les universités
que les CCTT, par exemple, ou les centres de recherche du palier provincial ou fédéral, avec des solutions intéressantes. Sans donner une solution concrète, pouvez-vous juste illustrer un petit peu pour les gens qui sont moins familiers avec ces valorisations? On parle de quoi exactement? De recyclage? Soit de recyclage de piles. On a eu un projet de $6 millions là, pour travailler sur le recyclage des piles alcalines, mais aussi au lithium. Il y a des procédés qui ont été développés pour les piles alcalines et puis des procédés plus verts et qui sont actuellement dans une ligne pilote chez un client que je ne peux malheureusement pas nommer actuellement, mais également dans la production, par exemple, de matériaux actifs, il va y avoir des transformations et il sortira des sels qu'on ne veut pas enfouir parce que ça pourrait polluer l'eau, tout ça. Alors, donc, on développe des procédés électrochimiques qui prennent ces sels-là et qui les retransforment en composés qui pourraient être utilisés dans le procédé de cette usine de transformation-là. Donc, on parle d'une fermeture de boucle et puis il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'enfouissement, il n'y a plus de déchets. C'est retransformé de façon électrochimique pour retourner dans le procédé original. C'est très intéressant. On va garder ma première question pour tantôt. Là, je voudrais peut-être aller du côté du professeur Fontaine. Parlez-nous de notre espace stratégique au Canada et en Europe en ce qui concerne les matériaux critiques. C'est exactement ce qu'a dit une de mes collègues juste avant. Oui. Mm-hmm. Je pense qu'il y a eu déjà une prise de conscience avec ce qui se passe en Ukraine, en tout cas pour l'Europe. Oui. Ah, oui. Et récemment avec la Chine qui a une nouvelle stratégie. Mm-hmm. Et je pense que c'est là au Canada où il faut réinventer l'espace stratégique, et renforcer les rapports avec l'Europe, les collaborations avec l'Europe. Par exemple, maintenant, on peut déposer des projets avec l'Europe sur ces matériaux, sur les nouvelles découvertes. Et je pense que c'est vers là où il faut aller. Il faut réinventer notre espace stratégique pour être plus autonome et utiliser nos forces. Et c'est vraiment l'avantage du Canada, je répète, par rapport à l'Europe, qui est c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les minerais. À partir d'aller on est riche de ça. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment une question d'organisation et de prise de conscience qu'il y a mieux à faire que de les exporter. Oui. Rappelez-nous un petit peu la stratégie chinoise. Sans rentrer dans des grands débats. Non, juste pour savoir pourquoi c'est compliqué. Récemment, la Chine a considéré qu'elle avait un certain pouvoir géopolitique là-dessus et qu'elle pouvait taxer, qu'elle pouvait décider à quel pays elle allait pouvoir envoyer tel minéraux. Entre autres, il y a eu des questions sur le graphite. C'est un des minéraux que j'ai oublié de parler dans la liste que je vous ai fait tout à l'heure. Et donc, du coup, en ayant ce curseur-là, elle peut empêcher ou accélérer le développement d'un autre pays selon ses... Oui, c'est desiderata, mais un petit peu comme nos voisins américains, finalement. On se retrouve aussi avec beaucoup de pression de ce côté-là. Réinventons notre espace stratégique. Professeur Demers, comment valorise-t-on donc ces rejets miniers? En fait, c'est ça. Les rejets miniers, je veux dire, c'est inévitable, là. Comme Mme Desiel a parlé, on peut quand même viser une certaine circularité, une réutilisation pour avoir le moins de rejets possible. Par contre, lorsqu'on déplace des grandes quantités de roches, de sol pour en extraire quelques grammes, c'est inévitable, on va avoir des rejets. Par contre, il y a des choses à faire avec ces rejets. Soit du retraitement pour aller chercher des valeurs qu'on n'avait pas nécessairement pensées au départ, ou même leur trouver une autre utilisation, par exemple comme matériaux de construction. Il y a différentes avenues possibles qui peuvent être quand même assez déterminées dès le départ du projet minier. Comme on a un projet minier dans la région de la baie James, qui, c'est un projet essentiellement de lithium, mais il y a potentiellement des ressources intéressantes aussi avec des terres rares qu'on pourrait peut-être aller chercher comme sous-produit. Donc, c'est l'idée d'aller avoir une mine qui produit plus qu'un métal, qu'un produit, devient quelque chose de très intéressant, surtout dans le contexte des minéraux critiques et stratégiques et des terres rares. Ben oui, c'est une forme de valorisation finalement et puis de retour sur l'investissement, j'imagine. Donc, Madame Desiel, peut-être parlez-nous du continuum d'innovation complet. C'est quoi et pourquoi c'est important?
En fait, on a des universités au Québec qui sont extrêmement prolifiques et créatives. Elles vont développer le savoir, avancer tout ça, développer des solutions concrètes dans certains cas. Mais c'est important de réaliser le plus de transferts possible. Une étude que j'ai vue récemment, puis je cherchais le nom pour pouvoir vous la donner, mais je l'ai pas retrouvé ce matin, c'est que près de 70% des transferts se font vers des entreprises étrangères actuellement, du développement de nos universités. Donc, le tissu industriel du Québec repose sur des PME. Souvent, la PME, c'est 50 employés, une compagnie familiale. Puis, comme elle a moins de capacité, elle va demander la réduction des risques. Elle va nécessiter l'accompagnement, l'intégration de la nouvelle technologie, l'implantation, la formation des gens là-bas, la sensibilisation. Puis c'est important d'adapter au contexte industriel et de réaliser la mise à l'échelle à ce moment-là pour augmenter les chances de réussite. Bien entendu, moi, je travaille pour un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie, et c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est à ce niveau-là que les collaborations universités, CCTT et entreprises prennent tout leur sens. Là. Donc, on souhaite, nous, travailler justement sur des hubs où les chercheurs, de façon interordre, se rencontreront et pousseront les innovations plus loin afin d'augmenter la réussite des transferts. Oui, parce qu'on parle de transfert technologique, d'aide technique, mais j'imagine aussi de formation et des talents et des entreprises et puis de recherche. Donc peut-être que vous pourriez travailler avec le professeur Fontaine, sait-on jamais? Certainement. Réinventons l'espace stratégique. Attends, tout à fait. Où en sommes-nous, professeur Fontaine, du côté des innovations? Là, on parle évidemment du transport électrique et des batteries lithium. Est-ce que nous avons besoin d'une accélération? Je suppose que oui. Là, on est dans les transports, donc accélérer, c'est bien. Je pense que l'accélération qui doit être prise, c'est de réussir à avoir des matériaux qui se recyclent, dans lequel, quand on a une batterie de lithium à fin de vie, qu'on puisse recycler l'entièreté de la batterie et, dans d'autres usages. Accélérer les électrodes, finalement, sur la puissance, l'énergie, c'est les premiers critères. Ça, c'est des choses dans lesquelles, pour moi, on est très proche d'arriver à des bonnes performances. Intéressant, parce que les matériaux, on les a, d'après ce que j'ai compris. Donc, et l'innovation presque aussi. Donc, l'accélération sur leur durée de vie et sur leur recyclage. Oui, des laboratoires robotisés, je pense, et vous parliez de l'IA aussi. Oui. Est-ce que ça peut être dans l'équation? Oui, parce qu'en fait, dans l'équation, à partir du moment où on veut aller vite, la transition énergétique doit se faire rapidement. Il faut se réorganiser rapidement parce que les choses changent vite. Ah oui. Et comme ça va vite, l'humain a sa capacité de travail qui est beaucoup plus lente que celle d'un robot, par exemple. Et si on veut aller très vite, pouvoir imaginer beaucoup plus de compositions, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'a fait la pharmacie, la chimie pharmaceutique, c'est ce qu'elle fait. Avec l'intelligence machine, c'est ça qu'on appelle. Professeur Demers, un mot sur justement les innovations. Est-ce que vous aussi, du côté des mines et de la gestion des minéraux critiques, l'IA est dans l'équation? Peut-être un peu moins qu'au niveau plus des procédés. C'est sûr que l'intelligence artificielle commence à s'intégrer dans l'exploration, la recherche de ressources. Au niveau des rejets, gestion des rejets miniers, pas encore. Non. Donc, on est encore à l'étape de ramasser des échantillons et faire des essais en laboratoire. Mais est-ce que pour le virage vers la transition énergétique, ça peut être quelque chose, cette robotisation-là ou cette facilitation d'intelligence machine? L'intérêt que je vois, c'est vraiment dans le partage des connaissances et dans le partage des données. Beaucoup de ces matériaux, comme j'ai mentionné plus tôt, amènent des nouvelles problématiques environnementales. Donc, si l'information circule entre les différents pays producteurs, les différentes compagnies, ça va accélérer. Ça va accélérer le développement. Donc, est-ce que là, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour faciliter ce partage? Je crois que oui. Oui, tout comme l'intelligence humaine, il ne faut pas oublier ça. Madame Désiel, j'ai terminé avec vous. Votre centre de transfert technologique joue un rôle central donc, dans l'élaboration du centre d'innovation interordre sur la batterie et l'électrification. Ça, c'est CI2BE. Vous allez nous présenter. C'est quoi ce nouveau centre d'innovation?
En fait, justement, comme je parlais un peu plus tôt, je crois vraiment en la collaboration interordre, à briser les silos, travailler ensemble, échange d'expertise. Ce sera un lieu où il y aura des locaux pour des universités, pour des CCTT qui interviennent dans d'autres domaines connexes, pour avoir la filière complète, soit du matériau jusqu'à la mise en forme là, d'une batterie, par exemple, et même, pourquoi pas, la mise à l'essai de cette batterie-là dans des véhicules. Et les équipements qui seront sur place seront mutualisés et à la disposition de tous les acteurs. Bien entendu, ils seront opérés par une entité pour s'assurer que ce soit fait de bonne façon. Puis il y aura de la formation également. Il y aura des locaux pour accueillir des entreprises naissantes ou des entreprises qui viennent faire des essais. On souhaite soutenir l'entrepreneuriat scientifique, développer un peu aussi les capacités là, de ces étudiants-là qui sont des experts de contenu, mais qui devront devenir des entrepreneurs pour mettre leurs idées de l'avant. Alors, ce sera une infrastructure là, qui est autour de 2000 mètres carrés, qui sera située à Shawinigan, parce qu'à Shawinigan, il y a une grande masse critique de savoir au niveau de l'électrochimie et du développement de matériaux batteries. Et bien entendu, on souhaite accueillir là, nos collègues des universités. Il y a une entente qui est déjà signée avec l'Université Concordia pour l'ouverture de leur campus batterie à Shawinigan, mais également, il y a des discussions avec 4 autres universités, avec des chercheurs avec lesquels on travaille. Et bien entendu, nos entreprises clientes sont partie prenante de cette aventure-là. Puis, il faut souligner que malgré le repositionnement de cette filière-là, notre chiffre d'affaires par rapport au développement de matériaux batteries ou projet Connex a augmenté de 1700% et notre nombre de clients a été multiplié par 5. Alors, il y a un intérêt pour les procédés verts autour de tout ce qui est minéraux critiques et stratégiques et mise en forme de matériaux batteries. Alors, je souhaite vraiment que ce soit un point de rencontre super dynamique qui aide à positionner le Québec au bon endroit autour de cette filière-là. Oui, on vous le souhaite. Donc, on était en compagnie de Nancy Désiel, directrice générale du Centre national en électrochimie et technologie environnementale. Ça, c'est le centre de transfert de technologie du Cégep de Shawinigan. On mettra le lien sur notre page. D'Olivier Fontaine, professeur agrégé de chimie et directeur des laboratoires molécules, électrochimie et énergie à l'Université de Montréal. Et d'Isabelle Demers, professeure et directrice de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où on la rejoignait. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation, le micro cette semaine Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Et comme toujours, vous pouvez toujours suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.